Monsieur Tal, il y a une question en ligne. Oui. Ça a été posé par Birahim Nia, qui suit depuis le village de Jawar. D'accord. Donc il voudrait bien savoir sur quoi se baser pour décrire l'évolution de notre secteur d'activité, riziculture et maraîchage. D'accord. Eux, ils sont dans le secteur riziculture et maraîchage. Oui. Alors, quelle va être l'évolution? La riziculture, normalement, nous avons quand même des objectifs d'autosuffisance et on est bien en deçà. Et aujourd'hui, je pense que le riz est bien maîtrisé en termes de technique culturelle, aussi bien le riz de bas-fond, puisque aujourd'hui, dans des zones comme Fatick, Kaolack, Tamba, on fait le riz de bas-fond, donc ce n'est pas du riz irrigué. Et on a de bonnes performances, au moins 5 à 6 tonnes l'hectare. Aujourd'hui, dans la vallée, il y a des gens qui font autour de 8 tonnes et c'est du riz d'excellente qualité parce qu'on a même des variétés parfumées. Donc, je ne sais pas quelle est évidemment la situation de son exploitation, quelle est la surface, quelles sont les techniques qu'il utilise, parce que aussi la modernisation de l'agriculture, aujourd'hui dans le domaine du riz, il en est fortement question. D'abord, pour faire les façons culturelles, tracteur, pour la récolte, moissonneuse-batteuse, mais aussi les techniques d'irrigation, les techniques de protection, mais aussi il y a la menace des criquets pèlerins qui commencent à réapparaître, et aussi il y a la menace des oiseaux. Dans la vallée, c'est un véritable problème parce que je ne sais comment le Sénégal a signé une convention où, en fait, on ne doit pas tuer les oiseaux. Donc, il y a certains produits qui tuent les oiseaux, on ne doit pas les utiliser. Hein? Donc, il y a toute une technique pour éloigner les oiseaux. Maintenant, a priori, ce que je sais du riz, parce que là, c'est un secteur dans lequel on a beaucoup financé, ce que je sais du riz, c'est que c'est un secteur qui est encore... La production de riz est promise à un bel avenir. En ce qui concerne la location des matériels agricoles, tracteurs, moissonneuses, batteuses, la demande est très forte, elle n'est pas satisfaite, aussi bien dans la vallée que donc, du côté de la Casamance, Sédhiou et tout ça. Par contre, les rizeries, nous commençons à atteindre quand même une taille critique. Il y a difficilement place pour de nouvelles rizeries qui s'installent. Maintenant, quel avenir? Est-ce que c'est des gens qui se suffisent à produire du riz paddy qu'ils vendent aux usines? Ou alors, comme le fait donc, la CNCAS devenue banque agricole, en principe, la CNCAS aussi peut vous faire un crédit d'intrant et vous rembourser un riz paddy que eux revendent donc aux riziculteurs. Ou est-ce qu'il y a des gens aussi qui vont plus loin? Ils produisent, ils transforment le riz, ils font le packaging, ils ont une marque. Certains même sont en train de commercialiser le riz sur l'international. Donc, a priori, ce qu'on peut dire, c'est à ce niveau-là, il y a de belles perspectives. Maintenant, tout dépend des réalités qui sont spécifiques. Culture maraîchère, je crois qu'on ne peut pas avoir une sanction globale. Il y a des secteurs où il y a de sérieux problèmes. La tomate, les oignons, la pomme de terre, il y a de sérieux problèmes. Même si l'État organise des périodes de protection, aujourd'hui, quand même, on a des phénomènes de crise. Et je crois que de ce point de vue-là, il a tout intérêt à être dans une organisation de défense de leurs intérêts pour que, à certains moments, leur marché soit protégé, qu'il y ait des moyens logistiques de transport, de conservation des produits. Je crois que pour que le marché quand même soit réglementé. Bon, il y a des organisations qui sont là pour réglementer le marché, mais souvent leur action ne suffit pas. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne ce cas-là. Maintenant, je suis resté évidemment très général. D'accord. J'enchaîne avec... Allez-y pour l'autre question. Avec M. Dembélé qui vous suit depuis Matam.
C'est un gestionnaire. Il voudrait savoir aussi c'est quoi la différence entre besoin et désir. Ah. L'individu est fait de telle manière que c'est un stimuli. C'est en fait un signal qui fait que, évidemment, vous ressentez quelque chose. Il y a un déséquilibre. Parfois, le regard peut vous amener à avoir le désir de manger. Maintenant, si l'organisme l'intègre et vos moyens l'intègrent, parce que je veux manger, ndax am naa xaalis bu mu ko jënde. Donc le besoin en marketing, c'est là où est présent le désir, le stimuli l'a créé, mais on a les moyens et on accepte de consacrer ces moyens. Le besoin en marketing qu'on ne considère que c'est le besoin solvable. Hein? Donc là, on est dans un domaine purement psychologique. Le désir, c'est un contact avec une réalité et qui crée évidemment un déclic, un stimuli. Et maintenant, suit la faisabilité du besoin, c'est les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est les moyens avec lesquels, c'est est-ce que aussi ce qu'on vous offre. Moi, je suis un bon de couleur, si l'instinct, le stimuli est déclenché, s'il n'y a que du ngourban, je vais réfléchir quand même. Hein? Donc, c'est bon, Mounir? Il y a juste une troisième question venant de Ziguinchor. Oui. C'est M. Ndeki, c'est M. Urbain Ndeki, Oui. qui est en DUT en finance comptabilité. Donc, il voudrait savoir quel est l'avenir du secteur du lait, car il compte produire du lait à base de noix de cajou. Bon, en fait, moi, je peux anticiper sur cette question parce qu'en fait, il y a juste, après cette formation de 3 mois qui concerne l'entrepreneuriat, il y aura une formation sectorielle Sur le lait. où on va faire intervenir tous les chercheurs de l'ISRA. D'accord. Donc, peut-être c'est une question qui peut garder, mais je vous donne la parole si vous pouvez répondre. D'accord. Vous savez quand même qu'il y a une politique très hardie de l'État sénégalais pour la promotion de l'industrie laitière. Vous avez vu ces 3 dernières années, l'ANIPL, qui est une association nationale d'impulsion de la production laitière, donc a créé, c'est une association qui a ses membres, plusieurs milliers, et qui se livre à la production laitière. Aujourd'hui, d'abord, il y a 3 ans, ils ont eu une subvention de 300 millions de l'État du Sénégal pour faire venir des races améliorées. Hein, Holstein, Montbéliard, le Neloré du Brésil. Donc, à la limite, ils ont amené des races qui font entre 10 à 30 litres de lait par jour, par rapport à la race locale qui fait autour de 3 à 4 litres. Donc, aujourd'hui, on a fortement impulsé. Et puisque l'État subventionne, parce que le Montbéliard qu'on devait acheter à 2 millions, ils l'offrent à leurs membres, je crois, à 1 500 000. Et c'est des vaches gestantes. En général, quand ils les amènent, les vaches mettent bas au bout de 2 mois. Je pense que cet effort a été assez bien réussi. Et l'année dernière, ils ont fait la même chose. Je crois qu'ils ont fait venir plus d'1 millier. Et donc, l'adhésion des membres aussi a été totale. Donc, aujourd'hui, la promotion de l'industrie laitière, et on est en train quand même de promouvoir. Mais non, il se pose des problèmes de moyens logistiques, d'unités de transport adaptées, de moyens de conservation, mais l'État est en train, dans les zones de production, de subventionner ou de donner gratuitement un ensemble d'équipements, de laiteries, d'unités de conservation, de tanks de collecte,
qui donc sont en train au moins d'amoindrir les contraintes auxquelles étaient exposés. Il y a même des tanks qu'ils font pour collecter. Vous avez même des industries qui font de l'échange, ils font du troc avec les éleveurs, ils vous donnent de l'aliment et ils vous enlèvent votre production laitière. Donc c'est une forme d'échange qu'il y a là et je pense que le secteur est en train de connaître donc une belle croissance. Maintenant, le lait importé pose problème. Pourquoi il pose problème? C'est les surplus de production des pays Amérique, Europe qu'on lyophilise pour en faire le poudre de choses, donc la poudre laitière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, s'il y a une crise dans le domaine de l'élevage, on subventionne. On subventionne pour que les gens ne mettent pas sur le marché. On subventionne pour que les gens transforment en poudre. Maintenant, évidemment, cette poudre-là, elle peut concurrencer notre lait, puisque, en fait, il y a une subvention. Il y a un système qui vient fausser le prix de revient, qui fait que aujourd'hui, on est encore à 60 milliards d'importations de farine, de lait. C'est quand même une chose assez grave. Maintenant, ce qu'il propose, lui, c'est quand même pas de la production de lait de vache, mais lui, il parle de noix d'acajou. C'est des expériences qui existent. On a de la production de lait à partir du soja. On a, je ne connais pas la production de lait à partir de noix d'acajou, mais je pense qu'il faudra nécessairement passer aussi par le rite traditionnel. Test, hein, l'acceptabilité. Comment se présente le lait, ceci ou cela. Certainement aussi qu'il y a des travaux de laboratoire, comment se compare le lait de vache par rapport au lait d'œuf. Et en termes de prix aussi, comment ça se passe. Je crois qu'il y a quand même nécessairement ces barrières qu'il faut franchir pour avoir un droit de cité dans le marché. C'est ce que je peux dire pour l'instant. C'est bon, Mounir? Merci, M. Tal. C'est tout. Merci, c'est bon. Oui, j'ai un intervenant derrière. Allez-y. Bonjour. En fait, je voulais savoir s'il y a une technique pour définir les prix par rapport aux fournitures de services. C'est quoi? Par exemple, pas compris. quand il s'agit de la vente de produits, on peut... Vous parlez de produits ou de services? Essayez d'être précis. Là. Oui, je suis en train d'expliquer en fait. D'accord. Quand il s'agit de la vente de produits, on peut déterminer le prix par rapport au prix de revient et la bénéfice, quelque chose comme ça. Par contre, quand il s'agit par exemple pour la consultance, il y a des services qu'on fournit sans pour autant dépenser de l'argent. Ah, vous êtes sûr, ça? Oui. Par exemple... Moi, je vous fournis un service de prestation intellectuelle. Oui. Est-ce que la qualité ne prouve pas que je me suis investi quand même là-dedans? Si, si. Ah. Par exemple, quand un producteur t'appelle pour te dire qu'il a un problème par rapport aux oignons qui brûlent. Oui. Oui. Tu peux lui donner des solutions sans pour autant dépenser de l'argent. Maintenant, je veux savoir... Vous êtes qui pour donner des solutions sans dépenser? Mais donner des solutions, ça se paye, hein? Oui, maintenant... Vous avez attendez, vous avez des consultants, vous les appelez pour leur dire j'ai tel et tel problème au téléphone. Oui. Ils vous disent essayez, faites ceci, faites cela, et puis ils vous envoient une facture, hein? Oui. Si c'est un univers marchand, on n'est pas dans l'œuvre de bienfaisance, hein? Non, pas du tout. Maintenant, comment évaluer cette fourniture, quoi, c'est-à-dire ce service, la prestation de services intellectuels. Oui. Comment est-ce qu'on en évalue le coût? Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon. Imaginez quand même que pour être consultant, vous avez passé plusieurs années sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université. D'accord? Oui. Pour être consultant, vous avez travaillé pendant longtemps pour vous mettre à l'école de ce métier. D'accord? Oui.
Maintenant, pour fournir le service, il vous faut quand même faire des recherches. Je ne sais pas, vous me demandez de venir faire un diagnostic marketing de votre entreprise, il faut que j'ai un outil de diagnostic. Quand j'ai l'outil de diagnostic, il faut que je vienne consacrer un certain temps chez vous. Et je vais analyser vos produits, je vais aller voir les concurrents, je vais analyser vos prix, votre réseau de distribution, je vais analyser, regarder du côté de vos concurrents, etc., etc. Donc je viens avec un savoir-faire, je m'installe chez vous pour faire ce travail. Et j'envoie une équipe d'enquête chez les distributeurs, chez les concurrents. A priori, d'abord, j'ai quand même un coût. Le temps que j'ai passé chez vous, il y a un coût. Le savoir-faire que je vous ai apporté a un coût. Mes collaborateurs que je fais travailler, il y a un coût. Si à l'issue de cette période de diagnostic, je dois aider à l'implémentation de votre stratégie marketing, je vais former du personnel, je vais faire des analyses de prix, je vais faire ceci ou cela, je vais vous donner aussi une stratégie de communication, une stratégie en ce qui concerne les prix, une stratégie produit, on peut améliorer le produit, et même en ce qui concerne votre réseau de distribution. Mais c'est tout cela que je compute, ça a un coût plus ma marge. Maintenant, j'ai des charges fixes, j'ai un bureau, je paye des loyers, j'utilise un véhicule, je me déplace, je paye de l'électricité, je paye du téléphone, j'ai un personnel. Donc, en principe, de la même façon que pour un produit, vous faites une structure de coûts, ici aussi, nous faisons des structures de coûts. Hein. Okay. C'est clair? C'est bon. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer quand même? Sinon, hein? Peut-être ce que je peux faire. On peut faire une feuille sur laquelle vous mettez vos questions. Sinon, je ne risque pas de terminer. Et puis ensuite, je voudrais quand même qu'on puisse aussi avancer sur vos projets individuels. Hein. Ceux qui veulent poser des questions, on peut faire circuler une feuille. Hein. Vous me mettez les questions et tout à l'heure, vous distribuez par là. Alors, quel est l'environnement de mon marché, les processus d'innovation, les évolutions, le cadre réglementaire et législatif? En général aussi, il y a des autorisations requises, il y a des taxes à payer, il y a même une expertise, il y a des monopoles légaux dans certains métiers. Quelles sont les contraintes de mon marché? Quelles sont les opportunités et les menaces éventuelles? Y a-t-il, oui ou non, une opportunité pour que mon projet réussisse? Vous voyez bien que c'est des questions que vous devez vous poser. Mon projet a-t-il sa place sur le marché? Va-t-il apporter un plus par rapport à la concurrence? Vous n'aurez de chance de prospérer dans un marché que si vous amenez un plus. Va-t-il répondre à un besoin non encore ouvert par la concurrence? Ça aussi, c'est un avantage. C'est ce qu'on peut appeler une niche. Maintenant, il faut fixer des hypothèses de chiffre d'affaires. Il y a toujours une analyse qu'on fait. Une analyse, en général, qu'on dit pessimiste, une analyse moyenne, une analyse optimiste en disant ça se passera, s'il vous plaît, pas d'aparté. Une analyse donc optimiste pour dire voilà comment risque de se comporter mon produit. Et traduit en chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Faire les meilleurs choix pour atteindre les objectifs. Quand vous avez des objectifs de chiffre d'affaires, vous vous donnez les moyens. C'est toute la stratégie marketing, justement. On y reviendra tout à l'heure d'un point de vue pratique. Alors, il y a le mix marketing, mais je crois que j'en ai parlé un peu. Vous comprenez que les hommes de marketing ont trouvé simplement des moyens raccourcis pour donc circonscrire le mix marketing en 4 paramètres. Le produit, le prix et ensuite la place. Alors, on dit la place ou alors la distribution. Et la communication, certains utilisent publicité pour avoir 4P. Donc, à la limite, si on a un produit, un prix, à la place de distribution, si on met la place, le lieu où on distribue,
La communication, si on met publicité, on peut chose. Maintenant, il dit promotion, attention. La communication, c'est et de la promotion et de la publicité. La promotion, la publicité, elle attire. Venez, nous existons. La promotion, elle pousse. C'est ce qui se passe dans les têtes de gondole. On rapproche le produit de vous et on vous dit, si vous en achetez 3, vous payez le prix d'un. Hein? Et donc, il est important de comprendre que la communication, c'est 2 éléments qui vont dans le sens de l'attractivité et de attirer et pousser. Push and pull, disent les Américains. Alors, vous aurez aussi à établir un budget prévisionnel. Tout cela, nous allons en parler tout à l'heure. Et donc, on verra comment est-ce que justement on va faire ce budget prévisionnel. Comment réaliser son étude de marché? Je crois que j'en ai parlé, mais c'est une démarche qui est ordonnée et structurée. Tout à l'heure, on regardera comment on fait par rapport à nos produits. La clientèle, quelle clientèle vise-t-on? Quelle répartition? Je crois que tout ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis exprimé. La zone d'activité ou zone de chalandise. La concurrence, je crois que ça aussi. Hein. Résumer l'adéquation entre vos produits ou services et la clientèle recherchée, votre zone d'activité et la clientèle visitée, votre politique tarifaire. Décrivez les atouts de vos produits et après, vous décrivez la stratégie commerciale adoptée par cible, visée. On a parlé de segments, par produit ou prestation, par zone d'activité. Vous pouvez avoir aussi une stratégie géographique. Hein. Précisez les actions destinées, nom, logo, marque. Faire connaître votre publicité, donc publicité mailing, phoning, presse, site web. Identifier votre produit, marque, packaging et tout ça. Quels sont les acteurs qui interviennent? Je crois que j'ai parlé des acteurs qui interviennent dans la relation d'achat. Indiquez donc le budget alloué aux actions commerciales. Présentez vos partenaires, familles, amis, fournisseurs, conseils et organismes spécialisés. Et précisez le rôle des partenaires, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Les prévisions financières, je crois que ça, c'est des choses sur lesquelles on peut peut-être passer à la pratique, étant entendu que vous aurez quand même des exposés. Bon, un plan de financement sur 3 ans, c'est en général ce qu'on fait. L'établissement d'un plan de financement initial. Vous savez qu'il y a un principe qui veut qu'un bilan soit structuré. Maintenant, on en parlera dans le détail. C'est les moyens d'investissement par rapport aux besoins de fonds de roulement. Je crois que tout ça, je peux passer rapidement. Bon, je crois que je vais m'en arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui voulaient poser des questions, alors allez-y avant qu'on ne passe à nos ateliers. Any question? Mais j'ai voulu anticiper sur cela et c'est pourquoi je vous ai donné dans chaque groupe un modèle de business plan. Donc, un business plan se présente ainsi qu'il suit au tableau. Vous devez dire qui est le promoteur ou qui sont les promoteurs, quelle est l'activité envisagée. Ensuite, vous avez un plan, description du projet, plan commercial et marketing, faisabilité commerciale et marketing, le plan des ressources matérielles, faisabilité technique, plan des ressources humaines, dimension organisationnelle, plan des ressources financières, faisabilité financière. Donc un business plan, c'est en fait une démarche d'harmonie entre votre projet et vous, entre votre projet et le marché, entre votre projet et l'univers technique, puisque vous êtes dans un univers technique. Quand vous fabriquez de l'aliment de poisson, il y a un process technique pour le faire. Quelle est la faisabilité technique? Et ensuite, la faisabilité financière. Maintenant, il y a évidemment, hier, nous nous sommes interrogés sur la faisabilité juridique fiscale. Bon, ça, c'est des choses aussi qui interviennent. Mais ici, le propos, c'est de vous donner un canevas méthodologique qui vous permette au moins de passer par ces différentes étapes. Il y a une fiche synoptique. Quel est l'objet du projet? Localisation, où est-ce que vous allez localiser le projet? Promoteur ou promotrice, vous êtes plusieurs promoteurs. Montant de l'investissement, je vous ai dit que
La fiche synoptique donne une idée générale du projet. En général, le décideur banquier qui finance ou le décideur structure d'accompagnement, c'est cela qu'il lit pour dire c'est intéressant ou c'est pas intéressant. C'est ce que les Américains appellent at a glance. D'un coup d'œil, on se dit c'est bon, j'y vais. Donc, quels sont les fonds propres? Vous savez que quand vous demandez un financement, on vous demandera une part de fonds propres. C'est le reste qui est en crédit. Donc, évidemment, ce crédit-là, à quel taux d'intérêt, sur quelle durée et tout ça. Est-ce qu'il y a un différé? Ben, il y a nécessairement un différé le temps que l'entreprise commence à produire. Il y a des choses, je crois que vous pouvez ne pas insister là-dessus. On parle de vannes, de TRI, pour ceux qui connaissent, c'est bien. Cash flow cumulé, délai de récupération du capital. Ceux qui vont faire la présentation donc des éléments d'analyse financière, vous en parleront. En réalité, ce qui est important, c'est de savoir que, en fait, quand un financier vous lui proposez un projet, il a une grille d'analyse qui essaie justement, parce que vous dites que vous allez faire une entreprise de vente de produits, donc d'aliments, de poissons. Mais vous allez avoir des revenus sur 10 ans. Celui-là veut savoir quel est le devenir de votre entreprise. L'argent que vous allez recevoir dans 5 ans, il se dit, nous sommes en 2020. Est-ce qu'en 2020, l'argent que je reçois dans 5 ans vaut la même chose que cet argent reçu en 2020? Vous me direz non. Donc, il a des techniques d'actualisation, c'est ce qu'on appelle donc le taux interne de rentabilité, VAN ou cash flow cumulé, mais je crois que ça, c'est pas, vous pouvez ne pas les remplir. Nombre d'emplois créés, quels sont les avantages qui sont sollicités? Bon, là aussi, en principe, vous allez vers le code des investissements. Vous allez à l'APIX. Quand vous voulez créer votre structure, vous pouvez même aller directement à l'APIX au lieu d'aller chez le notaire. Sauf si c'est une entreprise individuelle, vous pouvez aller au registre de commerce vous-même. Vous pouvez aller à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers. Comme aussi, vous pouvez y aller directement ou alors choisir un conseil qui le fait pour vous. Alors, mon marché et mon plan marketing, ici, de quoi on parle? On vous dit il faut décrire le projet. En quoi consiste l'activité? En quoi consiste le produit ou le service que vous proposez? Vous voyez que c'est purement descriptif. C'est des choses que vous avez commencé à faire. Quel est le lieu d'implantation du projet? Localisation. Justification du choix de la localisation. Pourquoi vous allez... Mais si vous produisez de l'aliment de poisson et que vous restez à Dakar, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est là que se trouve le marché? Donc, l'implantation doit tenir compte aussi de l'élément de marché, doit tenir compte aussi de la matière première, doit tenir compte de l'environnement. J'ai vu que certains d'entre vous parlent de projets avicoles, mais vous savez qu'on n'installe pas, ça a beau être simple, mais on n'installe pas un projet avicole où on veut. Il y a un problème d'orientation des vents. Aujourd'hui, il y a des phénomènes de maladies qui sont tels que, selon l'orientation des vents, vous êtes plus ou moins exposé. Le niveau d'accessibilité du terrain, parce qu'il vous faut aller collecter vos produits et puis aller les vendre. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Ou alors, est-ce que vous envisagez d'autres alternatives? Certains vont dire, je fais un puits. D'autres vont dire, je fais un forage. D'autres vont dire, je fais de l'énergie solaire. Bon, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il vous faudra réfléchir. Alors, profil et expérience des professionnels, c'est pourquoi je vous disais, il est important de connaître le secteur dans lequel on s'implante. Ou alors, au moins de s'associer avec quelqu'un qui s'y connaît. Ou alors d'avoir recours à une expertise qui vous conseille pour le secteur. Quelles raisons avez-vous de vous lancer? Quelles sont vos motivations? Pourquoi réussirez-vous? Pourquoi vous pensez que vous réussirez en entreprise? Vos atouts ou points forts? Quelles dispositions avez-vous prises en vue de la création de votre entreprise? Il y a quand même
Vous allez entrer en entreprise, ce n'est pas tout de suite que vous allez gagner de l'argent. Si vous êtes en ménage, comment vous allez faire? Il faut que la marmite continue à bouillir là. Et quelles dispositions vous avez prises? Est-ce que vous avez fait des économies? Est-ce que vous avez une activité parallèle qui vous permet de gagner de l'argent? Est-ce que vos parents vont vous soutenir? Est-ce que vous avez un organisme d'appui qui va vous apporter donc son concours? Maintenant, plan commercial, caractéristiques des produits et services. Si vous avez plusieurs produits ou services, on met produits 1, 2, 3, 4. Caractéristiques de votre secteur d'activité, les tendances du secteur, on dit quel est le potentiel de marché, quelle est l'évolution de la consommation moyenne. Là, vous allez demander qu'est-ce qu'on a au Sénégal comme investissement dans l'élevage de poissons? Combien de sujets? Combien d'éléments de consommation? Et donc, vous allez pouvoir avoir au moins une idée du marché, quel est le potentiel, quel est le marché réel, pour pouvoir vous projeter, parce que justement, à ce niveau-là, vous avez une meilleure connaissance de ce qui existe. Hein? Donc, bon, je crois que tout ça, c'est l'environnement. Qui sont ou qui seront vos principaux concurrents sur ce marché? Citez 5 concurrents et précisez leur localisation. Quels sont les points forts ou avantages des concurrents? Quels sont les points faibles des concurrents? Quelles sont les opportunités du marché ou du secteur? Les segments du marché cible? Quels sont les clients? Quelles sont leurs caractéristiques? Préférences, désirs, attentes? Vous voyez que ça, c'est simplement un canevas méthodologique pour vous amener à vous poser des questions, que vous vous êtes posé ces questions-là certainement hier. Mais simplement là, maintenant, pour consigner, on vous donne un cadre dans lequel vous allez pouvoir donc finaliser cet exercice. Quels sont les équipements et moyens nécessaires pour fabriquer vos produits ou les commercialiser? Si vous voulez faire de l'aliment de poisson, il y a quand même des équipements qu'il faut avoir. Si vous devez livrer, vous avez peut-être des moyens de transport ou des moyens logistiques. C'est tout cela. Quels équipements, quantité, prix unitaire, prix total. Ensuite, vous avez vos objectifs commerciaux. Quels sont les produits que vous allez vendre? Dans quelle quantité, prix unitaire? Quelle est la marge que vous envisagez d'avoir? Quelle est la marge annuelle? Le chiffre d'affaires par produit. En ce moment-là, le total vous donne un potentiel de chiffre d'affaires réalisable. Hein? Alors, et ça, c'est la première année. Donc, deuxième année, vous faites des projections sur au moins 5 années. Donc, on fait défiler les années ici. Hein? Maintenant, comment vais-je présenter mes produits? Quelle politique de produits par rapport à mes concurrents? Mes avantages distinctifs, similitudes, différences? Bon, tout ça, je crois que c'est des choses dont on a parlé. Comment je définir mes prix et fixer mes prix? On en a parlé. Le prix, c'est d'abord une valeur revient. Il y a un prix de revient. Voilà ce que ça me coûte. Il y a aussi le prix pratiqué sur le marché par les concurrents. Il y a aussi le prix accepté par les clients. N'oubliez pas quand même que le prix n'est pas que rationnel. Il a une acceptabilité, il a une dimension psychologique. Et je crois qu'il est important à ce niveau-là. Marge à appliquer sur mon prix de revient, ben là, c'est un exercice qu'il faut faire et chose. Prix de vente fixé dans la fourchette des prix de la concurrence. Hein? Prix de vente accepté par les clients, pourquoi et quand? Comment vais-je commercialiser mes produits? Comment vais-je communiquer sur mon marché? Et voilà les objectifs d'étape. Voilà donc quel va être le séquentiel. Ici, on a la première année, donc l'ensemble des mois, première quinzaine, deuxième quinzaine. Hein? Et donc là, vous avez des objectifs que vous vous donnez. Je n'ai pas le machin. Vous avez des objectifs que vous vous donnez. Réalisé avant telle date, c'est la date butoir. Les actions à mener, premier mois, deuxième mois, jusqu'au 12e mois. Hein, pour donc créer votre entreprise. Voilà au moins donc un canevas. Maintenant, si vous arrivez à parcourir ce canevas et choses, demain maintenant, on va s'attacher aux aspects financiers. C'est bon? Au travail. Oui, vous avez dit quand même que vous présentez plusieurs types de produits, mais parlez aussi de l'emballage, parce que
Est-ce que vous allez emballer en 1 kilo, en 5 kilos, en 10 kilos? Quelle est la pratique dans ce domaine-là? Et donc, le packaging est assez important, mais il va être d'autant plus important qu'il y aura un nom de marque, quelqu'un d'entre vous l'a dit, mais vous allez avoir aussi, sur le plan légal, vous aurez l'obligation d'avoir des fiches descriptives, les matières qui composent le produit, une fiche d'utilisation et ceci et cela. Et la durée de conservation du produit, le poids et tout ça. Donc je crois que ça fait partie évidemment des éléments composites de votre produit. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez une marque? Hein? Pas encore. Pas encore. Où sont les lébous? Il s'agit de vendre de l'aliment de poisson. Où sont les lébous? Les lébous, non, il y a de mauvais lébous. Il n'est doué que de circonstances, donc c'est peut-être pas lui qu'il faut qu'il faut écouter. Je suis à votre disposition pour les questions, pour avancer, si vous ne vous entendez pas, pour essayer de concilier. Hein? D'accord. S'il vous plaît, nous allons tricher chez nos voisins là, qui ont une excellente idée de se mettre en sous-groupe. De petits groupes se partagent le travail à faire, une partie marketing, une partie ceci, une partie cela. Qu'ils nous permettent de plagier chez eux. Je crois que si vous restez tous ensemble, à force de vouloir vous passer la parole, vous n'allez pas avancer. Maintenant, c'est une idée que vous pouvez partager ou pas, ou choisir votre méthode. Nous avons réparti la population en 3 groupes. Ces 3 groupes sont ils ont choisi 3 projets dans lesquels ils vont s'exercer à les mettre dans un canevas méthodologique. Et c'est ce qu'on appelle un business plan. En matière d'entrepreneuriat, il y a 2 documents qui sont essentiels. Le business model, il sera présenté plus tard. Et le business plan qui, lui, est un raccourci, un canevas méthodologique de synthétisation du projet. Donc, on commence par évidemment identifier les promoteurs, décrire l'activité de l'entreprise. Ensuite, ce document est conçu pour se présenter selon le plus suivant. D'abord, il y a une description du projet, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il s'agit de faire. Tout de suite, on plonge dans les considérations commerciales et marketing. Mais le business plan, il a pour vocation de vérifier la faisabilité, plusieurs faisabilités. Une première faisabilité par rapport à l'environnement. Est-ce que le projet se prête à l'environnement? Est-ce que l'environnement accueille favorablement le projet? Un des projets a pour but d'innover dans les composantes d'un produit d'alimentation des poissons. Ils vont incorporer dans les matières premières qui vont servir à faire l'aliment de poisson, le goé, qui est une plante qui en général est utilisée dans la confection d'encens. Mais apparemment ce produit aurait plusieurs vertus, de renforcer les défenses immunitaires, et c'est assez important maintenant dans l'élevage de poissons, puisqu'on est exposé à un ensemble de parasites et d'infections qui peuvent retarder la croissance des poissons ou alors occasionner des pertes assez importantes.
cette idée de projet d'ailleurs ouvre la perspective à d'autres, puisqu'on s'est rendu compte du fait que par rapport aux infections vaginales, le goé ajouté à un autre produit qu'on appelle aldanké et un autre qui s'appelle le tiep ou vétiver peuvent être donc utilisés comme antiseptique local. C'est des formes de maladies qui sont assez fréquentes et évidemment, comme c'est des produits naturels, il semble que les conséquences secondaires n'existent pas ou elles sont réduites. Ça peut même ouvrir la perspective à des recherches en laboratoire pour circonscrire les principes actifs de ces produits et les vendre évidemment dans un réseau commercial bio ou phytothérapie. Et là, il peut y avoir certainement, si le produit est efficace, et vous savez que le produit est efficace puisque depuis plusieurs siècles on l'utilise au Mali, au Sénégal c'est connu dans certains milieux. Je crois que donc le produit est promis à un bel avenir. Donc on va parler plan commercial de ce produit. Ensuite, quelles sont les ressources matérielles, c'est-à-dire quels sont les équipements qu'il faut donc acheter pour pouvoir confectionner le produit. On parle de faisabilité technique. Ensuite, on parle des ressources humaines et de la dimension organisationnelle. Quelles sont les personnes ressources qu'il va falloir recruter et comment est-ce qu'on va organiser l'entreprise. Et on termine par un plan des ressources financières. Une entreprise, on la conçoit avec des ressources propres, c'est l'apport en fonds propres, un emprunt qu'il faut faire au niveau d'une institution financière ou d'une institution d'accompagnement. Et une entreprise doit être structurée, donc il y a une structuration du financement. Une entreprise se doit d'être rentable, il y a donc tout le côté exploitation prévisionnelle et rentabilité. Donc on arrive à la partie fiche synoptique qui est une présentation résumée du projet. Et à ce niveau-là, c'est important d'attacher beaucoup d'importance à cette partie, puisque en général les décideurs ne lisent que cette partie pour s'imprégner du projet. Comme disent les Américains, it is at a glance, un coup d'œil rapide qui permet de donner donc une première impression du projet. En général, c'est sur cela qu'ils se basent pour dire c'est bon, il faut approfondir, et demandent à leurs collaborateurs de leur faire une fiche avec une recommandation, avis favorable ou avis défavorable. Il s'agit donc de décrire le projet en termes d'objet, en termes de localisation, du promoteur, de la promotrice ou des promoteurs, de faire l'économie de la partie investissement en fonds propres, emprunt, les conditions de crédit en termes de taux d'intérêt, en termes de durée, mais aussi en termes de différé. Il y a des indicateurs de performance comme le VAN, valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne, ou le cash flow cumulé, ou les délais de récupération, qui sont essentiellement des critères d'appréciation d'un projet qu'utilise le bailleur de fonds, mais aussi qui sont des référentiels importants pour l'entrepreneur. Mais enfin, la suite des exposés amènera à clarifier l'ensemble de ces propos. Quels sont les emplois créés? Quels sont les avantages sollicités? Ensuite, on arrive au plan marketing où il s'agit de décrire le projet, en quoi il consiste, produit ou service que vous proposez, c'est quoi? Quelle est la localisation du projet? Qu'est-ce qui justifie le choix de la localisation du projet? Dans certains cas, on veut se rapprocher des sources de matières premières. Dans d'autres,
c'est le savoir-faire local. Dans d'autres, évidemment, on peut se rapprocher du marché. Mais en tout cas, la localisation, elle n'est pas choisie au hasard, elle est choisie pour apporter donc une contribution optimale dans le projet. Profil et expérience professionnelle des promoteurs, il est important quand on va dans un secteur d'en savoir suffisamment, comme disait Senghor, pour ne pas dire des impertinences. Donc, quelle est l'expérience que vous avez de ce secteur? Est-ce qu'il y a parmi les promoteurs des gens qui ont une connaissance de ce secteur? Est-ce qu'ils ont recours à un expert qui peut leur apporter son concours ou alors une institution d'appui qui va les accompagner dans cela? Et quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils se lancent en entreprise? Pourquoi pensent-ils qu'ils réussiront dans cette entreprise? Leurs atouts ou points forts? Et quelles sont les dispositions que vous avez prises en vue de la création de votre entreprise? Là, c'est essentiellement, l'entrepreneuriat peut être quand même source d'une période de soudure où on n'a pas de revenus. Quelles sont les dispositions qu'on a prises pour donc se mettre à l'abri et au moins d'une absence de ressources? Alors, on a un plan commercial, caractéristique des produits ou services offerts. Si vous avez plusieurs produits ou services, il faut les lister et les désigner. Quelles sont les caractéristiques de notre secteur d'activité? Il faut savoir quelles sont les tendances du marché et les perspectives d'avenir. On vous donne un ensemble de critères sur la base desquels donc, vous pouvez donner au moins des informations sur le secteur. Vous avez un ensemble d'indicateurs et de référentiels. Vous allez dans un secteur où il y a certainement déjà des acteurs qui sont installés. C'est les concurrents. Qui sont-ils? Vous devez étudier les points forts et avantages des concurrents pour savoir si vous pouvez être à la hauteur ou faire mieux. S'ils ont des points faibles, c'est l'occasion ou jamais de les exploiter. Quelles sont les opportunités du marché ou du secteur? Qu'est-ce que le marché offre en niche, en opportunité dans laquelle on parle de segment de marché? Vous savez que le marketing distingue dans les populations globales des sous-populations qui ont une façon similaire donc de s'adresser aux produits ou aux services. C'est des besoins donc qui s'expriment de manière homologue. Évidemment, il est intéressant justement de savoir quels sont les segments constitués, quels sont les gens qui ont le même type de comportement. Par exemple, si vous parlez d'habillement, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon. Mais même dans ces segments donc de sexe, vous avez évidemment aussi un autre critère de segmentation qui peut être l'âge. Un autre critère de segmentation peut être aussi le niveau de revenu. Un autre critère de segmentation peut être peut-être la localisation géographique en termes de climat et tout ça. Et même l'élément culturel peut parfois intervenir. Alors, quels vont être nos clients? Quelles sont leurs caractéristiques? Il est important de connaître justement nos clients, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de nous. Et donc, en connaissant leurs préférences, leurs désirs, leurs attentes, on a des chances de les satisfaire. Quels sont les équipements et moyens nécessaires pour fabriquer les produits et les commercialiser? Il faut les lister de manière exhaustive et si possible indiquer leur coût. Quel équipement, dans quelle quantité, prix unitaire et prix total. Alors, quels sont vos objectifs commerciaux? Donc, vous allez aligner les produits, dire en termes de volume qu'est-ce que vous pensez réaliser, quel est le prix unitaire, quelle marge vous pouvez en attendre individuel par produit et quelle est la marge annuelle, quel est le chiffre d'affaires par produit. Et vous avez en sous-total un chiffre d'affaires total réalisable. Maintenant, cela, vous le faites pour la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième et la cinquième parce que il est en principe, la pratique veut que vous donniez aux banquiers une idée des projections de votre projet sur les 5 années à venir
pour quand même leur donner une base assez substantielle d'appréciation. Présentation des produits, c'est tout le packaging, c'est toute l'attractivité des produits, c'est toutes les politiques de marque, et comment nos produits vont se comparer à ceux des concurrents, quels sont les avantages distinctifs, similitudes ou différences par rapport à ceux des concurrents. Maintenant, déterminer les prix, c'est d'abord se préoccuper du coût de revient, combien ça me coûte, mais c'est aussi se soucier d'être compétitif et de pouvoir faire face aux prix offerts par les concurrents. Donc, un prix de vente dans la fourchette des prix de la concurrence, pourquoi pas? C'est une stratégie d'alignement sur le marché. Et quel est le prix de vente accepté? Parce qu'il y a une dimension aussi d'acceptation du prix et que le consommateur attend. Et quelle est la stratégie du seuil d'acceptation du marché? Quelle va être ma stratégie de commercialisation? Mais cette stratégie de commercialisation doit s'accompagner évidemment d'une stratégie de communication, c'est-à-dire comme les Américains disent, push and pull. Push pour promouvoir le produit, pull pour attirer et communiquer sur le produit, faire de la publicité. Nous sommes là, nous existons, nous sommes les meilleurs, venez vers nous. Et alors, ce tableau, ce business plan se termine par un ensemble d'objectifs d'étapes. D'abord, on a des objectifs qu'il faut donc identifier, une date butoir réalisée avant, la liste des activités et démarches à faire, admettons aller chez le notaire, admettons faire une étude de marché, admettons rencontrer le bailleur de fonds, et quelles sont les dates de mise en œuvre et qui est le responsable parmi nous pour le faire. Voilà l'économie de ce document business plan. Demain, nous allons le compléter maintenant avec un autre document qui permet justement d'élaborer, d'aller donc plus loin dans le business plan. Et ce document-là, c'est comment élaborer son business plan qui va suivre demain et donc justement va permettre de compléter ce qui a été fait aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.